Bonjour chers élèves, vous voilà encore sur ma chaîne Révision et Soutien. Aujourd'hui, je vais vous donner un autre exemple de la rédaction d'un souvenir à la première personne. Le sujet, c'est raconter un souvenir d'enfance qui vous a le plus marqué. Il faut vous rappeler qu'il faut d'abord rédiger en utilisant le pronom personnel de la première personne du singulier « je ». Il faut respecter l'identité entre narrateur, auteur et personnage principal et la rendre explicite pour le lecteur. Il faut aussi respecter le va-et-vient entre le moment du souvenir et le moment de l'écriture. Il faut utiliser le lexique des sentiments et des sensations, du jugement et du commentaire. Et puis employer quelques figures de style avec les temps du récit. Voilà donc une production éventuelle. Je devais avoir à peu près 10 ans. C'était presque la fin de ma 3e année primaire quand un ami de la famille frappa à notre porte, les yeux larmoyants, à peine découverts à cause de l'opacité de ses lunettes vert olive et de la lueur faible de la lampe à gaz qui éclairait notre chambre. L'atmosphère lourde d'une fin d'année épuisante et de la préparation à l'examen sommatif rendirent cette rencontre plus incompatible. Je constatai que l'homme en question cachait une mauvaise nouvelle. C'était notre impression commune, mon frère et moi. Quant aux plus petits, ils entouraient notre hôte comme à l'accoutumée pour recevoir quelques bonbons. Mais cette fois-ci, ils en étaient frustrés parce que notre homme, vint d'entrer directement de Meknès pour nous avertir. Eh bien, écoutez, demain matin, vous devez vous réveiller très tôt et prendre le car pour Meknès. Votre maman est vraiment très malade, nous dit-il, d'un air anxieux, la gorge serrée et d'un soupir profond qui laissa mon frère imaginer le pire. Au moment où j'écris ces lignes, je m'interroge encore une fois pourquoi nos proches ne nous avaient pas avertis à temps. J'écris à regret ce qu'on va lire parce que ce fut pour moi un moment inoubliable jusqu'à nos jours. Après une nuit fragmentée de sommeil et d'insomnie et un voyage inconfortable, nous fûmes à la porte de notre tante chez qui ma mère s'est rendue il y eut 2 semaines. Sans doute devrais-je parler maintenant de notre angoisse quand mon frère aîné donnait des coups forts sur la porte en vieux bois qui n'était pas écouté de l'intérieur par toute la famille, harassée, puisque ce ne fut même pas 7 heures du matin. J'en arrive maintenant à une scène bien étrange et qui eut bien à l'instant même des coups sur la porte. Ce souvenir m'a suivi et m'a accablé pendant des années. Cette scène me frappa au point que je crois bien n'en avoir oublié le moindre détail. Une femme de la maison d'en face, plus matinale que toutes les femmes de ce quartier-là, y compris les nôtres, ouvrit sa porte, nous vit frapper à celle de notre tante, sauta de stupeur et nous dit « C'est vous les enfants de Larissa ? Que Dieu ait son âme !» Sur le champ, mon frère comprit que l'ami de notre famille, venu la veille chez nous, avait caché la vérité et que notre affectueuse mère ne fut plus de ce monde. Infligée et tourmentée, la voisine referma sa porte et s'éclipsa. Mon frère nous prit de la main et nous sortîmes à la hâte du quartier. Un moment de silence nous saisit tous et nous étions figés et partagés entre la spontanéité de la voisine et notre conviction que notre mère était encore vivante. À sa question, nous n'avons eu aucune réponse à lui fournir. Je me suis souvent interrogée sur la raison et le sens de cette apparition féminine dans cette circonstance douloureuse. Est-ce pour nous préparer psychologiquement ou pour amortir notre choc ou pour confirmer le flair de mon frère tourmenté depuis la veille? Nous devions connaître par la suite que notre mère était morte suite à une hémorragie fatale et une hospitalisation vaine.
Après avoir décidé de revenir après une demi-heure et de frapper de nouveau à la porte de mon petit frère, à la porte, mon petit frère et moi, déboussolés entre la fiction et la réalité, tandis que mon frère aîné fondait en larmes, loin de la maison, car il était plus sûr que nous que le trépas avait pris notre bien-aimé. Autant que je m'en souvienne, elle avait rendu son dernier soupir 2 jours avant. J'ai appris la nouvelle de la bouche et dans les bras de ma cousine. Il ne m'avait pas abandonné ni quitté d'une semelle dès mon arrivée à Meknès jusqu'à mon retour. J'avais compris à ce moment-là qu'une partie de moi m'avait quitté pour toujours. J'ai senti aussi la trahison des circonstances. La présence de son image angélique était et serait plus forte que jamais autour de moi. Mon fol attachement pour elle me persuadait pendant une bonne période non négligeable que ce qui était advenu n'était qu'un scénario monté par notre famille pour s'assurer de notre amour pour la défunte et qu'en fin de compte, elle rejaillirait un jour parmi nous. Mais combien c'était dur pour un enfant de 10 ans que j'étais de me rendre compte enfin, quoique dur à supporter, que ce qui était arrivé était la réalité et non pas une illusion. Voilà donc pour la rédaction. Maintenant, je vais vous donner le résumé de 3 chapitres, le chapitre 3, 4 et 5 de la boîte à merveille. Alors, commençons par le chapitre 3. Le narrateur raconte sa journée homicide où le temps passe lentement en attendant la sortie. Ensuite, le narrateur relate le souvenir de la disparition de Zineb et comment sa mère réussit à la retrouver à la maison des Idrissides. Rahma, en guise de louange à Dieu, prépare un repas pour les mendiants. Toutes les voisines y participent de bon cœur. Chapitre 4. Le premier jour du printemps, le narrateur et sa mère furent invités chez les Laïcha, qui habitent l'impasse de Zmkas Hajama. Bien que modeste, la maison de l'Elaïcha offrait une atmosphère d'aisance et de quiétude. Épiée par ses voisines, l'Elaïcha les loua à haute voix et chuchota à l'oreille de son invité sa véritable pensée. Alors que Sidi Mohammed jouait avec les enfants de la maison, sa mère et l'Elaïcha parlaient de Rahma. Moulay Larbi entra et entretint brièvement sa femme. L'Elaïcha raconta à son ami les malheurs de son mari. Le lendemain, vendredi, la mère du narrateur raconta les problèmes de Moulay Larbi avec son associé Abdelkader. Sidi Mohammed, réfugié dans son imagination, revit le récit de son père sur Abdullah, l'épicier. Chapitre 5. Un mercredi, le fqih particulièrement expliqua ses projets pour la fête d'Ashura. Rentré chez lui, le narrateur trouva sa mère absente en visite chez les Laïcha. De retour, sa mère raconta les malheurs de son amie, d'abord à Fatma, puis à Rahma, en faisant promettre à chacune le secret. Des cris et des hurlements annoncèrent la mort de Sidi Mohammed ben Tahar. Imaginant le cortège funèbre du défunt, l'auteur se souvint de l'histoire racontée par son père concernant Sidi Mohammed ben Tahar, qui tenait boutique dans un souk très fréquenté. Voilà pour cette séance. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et vous avez un grand courage pour affronter le 2e semestre. Bonne chance. Si vous avez des questions ou des commentaires à me faire, je serai toujours là pour vous répondre et vous satisfaire. Et pourquoi ne pas vous abonner à ma chaîne? À bientôt.